Grâce à Origin et son Fraction, j'ai pu mettre les mains sur le tout nouveau groupe Shimano Dura-Ace 12 vitesses. Il a été tout juste annoncé pour 2022 avec le groupe Ultegra. Le DI2 se réinvente. Au travers de cette vidéo, on va revenir point par point sur les changements de ce groupe Dura-Ace par rapport à la génération précédente et ce que cela change sur la route, car c'est bien là l'important. Allez, c'est parti, place au zoom du groupe Shimano Dura-Ace DI2 12 vitesses version 2022. Si vous avez loupé l'info, et j'en doute, Shimano a lancé deux nouveaux groupes pour cette année 2022. Le DI2 est totalement revu et corrigé. Les deux évolutions majeures de ce groupe 12 vitesses, eh bien c'est l'arrivée en effet de la 12e vitesse. Jusqu'à maintenant on était à 11 vitesses et surtout le fait que ces manettes sont maintenant sans fil. Oui, le groupe est maintenant en semi sans fil. On y reviendra tout au long de cette vidéo. Ici, on va bien se focaliser sur le groupe Dura-Ace. Sachez que ce groupe Dura-Ace, c'est un peu comme si c'était le fleuron, le Nec Plus Ultra de la firme japonaise. Pour le faire évoluer et pour le modifier, ils vont juste aller voir le peloton professionnel et ils demandent au peloton professionnel ce qu'ils peuvent améliorer, qu'est-ce qui leur donne envie, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir sur la nouvelle génération de Dura-Ace. Et on va voir que Shimano les a plus que écoutés avec ce nouveau Dura-Ace et a fait en sorte finalement de leur simplifier la vie. Revenons d'abord sur le changement majeur, le passage au sans fil. Oui, c'est ça la révolution. Shimano, on l'attendait, ce groupe sans fil, et on s'imaginait quelque chose qui allait être totalement sans fil comme avec la firme américaine SRAM. Non, Shimano a fait le choix de faire du semi sans fil, c'est-à-dire qu'il n'y a que les manettes qui sont indépendantes, le reste reste câblé. Pourquoi ce choix? Parce que Shimano considère qu'il est encore trop tôt pour lancer un protocole totalement sans fil et avoir quelque chose de hyper fiable. On le sait, Shimano, lorsqu'ils lancent quelque chose sur le marché, ils n'ont pas envie de voir leur groupe revenir en SAV tous les 4 matins. Donc en général, quand ils sortent quelque chose, c'est plutôt fiable. Donc là, ils ont décidé de se limiter au sans fil des manettes. On verra pour la prochaine génération pour le totalement sans fil. Pour le rendre sans fil, les manettes retrouvent alors totalement leur autonomie et on retrouve à l'intérieur des deux manettes 2 piles avec une autonomie annoncée d'1 an et demi, 2 ans. Pour le reste, c'est du classique. On a une batterie rangée dans la tige de selle qui viennent se relier avec des fils aux différents modules, donc dérailleur avant et dérailleur arrière, tout en sachant que ces fils ont aussi eux une nouveauté, ils sont plus petits, plus fins, donc plus légers. L'autonomie quant à elle reste la même que la précédente génération, elle est annoncée à 1000 km. Je ne peux pas vous le dire, je ne les ai pas encore fait, mais on peut leur faire confiance là-dessus. Pour venir recharger cette fameuse batterie, on n'a plus de boîte de jonction qui était avant située dans le cintre ou alors dans le cadre, non. Maintenant, le dérailleur arrière est devenu le cerveau du groupe Shimano DI2. Que ce soit de l'Ultegra ou du Dura-Ace, c'est comme ça que ça marche. C'est lui qui va recevoir les informations des manettes pour changer de vitesse, c'est lui qui va envoyer les informations sur votre compteur si jamais vous voulez le relier. Donc il n'y a plus besoin d'un petit module supplémentaire pour intégrer le Bluetooth à ce groupe DI2. Tout est full intégré dans le dérailleur arrière. Et pareil, vous pourrez vous connecter avec votre smartphone sur le groupe pour pouvoir régler quelques paramètres, mais ça fera office d'une prochaine vidéo. Maintenant, on se retrouve sur la route pour parler de ce mode sans fil et voir quelle incidence ça a sur sa rapidité d'exécution. Alors la théorie c'est bien, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne cette vitesse augmentée des passages de vitesse? Je pense avoir testé la quasi-totalité des groupes sur le marché électrique. Enfin non, je dis ça, c'est faux. J'ai jamais testé le AXS le plus haut de gamme, ni le FSA. Mais je pense qu'avec ce Dura-Ace DI2, on est en présence du groupe au passage de vitesse les plus rapides. Là où avec la concurrence, j'appuie sur le bouton de ma manette à droite pour passer une vitesse, j'ai le temps de relâcher le bouton et la vitesse passe après. Ici avec le Dura-Ace, vous n'avez même pas le temps de relever le doigt que la vitesse elle est déjà passée. Et lorsque vous montez la chaîne sur la cassette, c'est d'un silence incroyable. Ça fait un peu plus de bruit dans l'autre sens. Question de gravité, parce que la chaîne vient à tomber sur la cassette. Donc ça fait un peu plus de bruit.
mais dans l'autre sens, le dérailleur arrière fait vraiment zéro bruit. Du moins, moi sur le vélo, je l'entends pas. Et c'est d'une rapidité, c'est incroyable. Si vous avez oublié de changer de vitesse et que vous voyez que la difficulté arrive très rapidement, là où avant on hésitait peut-être à vite changer les vitesses, là mais il n'y a même plus de soucis à se faire. Les vitesses passent à une vitesse folle. C'est de loin le groupe le plus rapide que je connaisse sur le marché. Non, j'ai dit que j'allais pas le dire. Bah si, allez, je m'avance. Aux autres marques de me faire mentir. Quand on sait que cette rapidité de passage de vitesse, elle est aussi disponible sur son petit frère Ultegra DI2 nouvelle génération, ça fait plaisir à entendre. Pour refermer le chapitre de ce sans fil, sachez que la version patin existe toujours. Oui, j'avais oublié de le préciser. Il existe une version disque et il existe une version patin de ce nouveau DI2. Mais les deux versions ne sont pas identiques. Si vous voulez profiter du semi sans fil comme ici, il faudra automatiquement avoir un vélo à disque. Si vous êtes en patin, vous aurez une version entièrement câblée. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est le choix qu'a fait Shimano. Donc si vous avez encore un vélo à patins, ça veut dire que vous avez encore un problème avec la modernité, donc vous aurez encore des câbles. Voilà le message de Shimano. Restons sur l'avant du vélo avec ces fameuses poignées qui, on le disait tout à l'heure, sont devenues maintenant autonomes. Mais ce ne sont pas les seuls changements qui sont intervenus sur les poignées. D'ailleurs, je pense que c'est la partie qui a le plus évolué dans ce groupe Shimano Dura-Ace DI2. On l'a vu apparaître l'année dernière dans les pelotons pro, une nouvelle mode, du moins une nouvelle position était adoptée par la quasi-totalité du peloton. Ils mettaient leur cocotte à l'intérieur du cintre pour avoir une position plus aérodynamique et aussi avoir un meilleur maintien sur la cocotte lorsqu'ils sont en position un peu couchée. Shimano l'a remarqué, Shimano a étudié la position et a même validé sur leur nouveau groupe de mettre d'origine les poignées un peu en intérieur du cintre. Ainsi, ça fait vraiment comme deux cornes qui rentrent à l'intérieur, comme des cornes de taureau, et on a aussi une manette qui va être un peu plus courbée. Courbe que je reprochais un peu aux concurrents comme étant un peu trop importante comparée au Shimano. L'écart se resserre, Shimano a fait un petit pas en avant vers la concurrence. On va avoir une manette qui va être un peu plus courbée, qui va faciliter sa prise en main quand on est en haut des cocottes. Le fait de vriller un tout petit peu les manettes en intérieur, cela va venir ressortir le poignet de frein un peu sur l'extérieur. Ainsi, lorsqu'on a les mains en bas du cintre, je trouve qu'il est plus facile de venir accrocher le frein et qu'il est aussi plus facile de venir appuyer sur les différentes palettes qui serviront à changer de vitesse. À savoir que ces palettes ont aussi été totalement revues, elles ont été agrandies pour pareil faciliter l'approche du doigt lorsque l'on est en bas du cintre. Elles ont aussi deux textures différentes pour pouvoir les différencier plus facilement et elles sont aussi un tout petit peu décalées pour encore une fois améliorer la reconnaissance entre les deux palettes et ne pas appuyer sur le mauvais bouton au mauvais moment, ce qui pourrait vous coûter des précieuses secondes. On retrouve toujours sur le dessus un bouton supplémentaire qu'il faudra activer. D'origine, il n'est pas activé, mais vu que maintenant le module Bluetooth est intégré au dérailleur, vous pourrez très facilement l'activer avec votre smartphone. Mais ça, encore une fois, ça sera une autre vidéo. Sur le vélo, lorsque l'on vient positionner ses mains sur le guidon, enfin sur le cintre, et encore plus sur les cocottes, on a l'impression d'enfourcher, d'empoigner un taureau. C'est vrai que ces poignées rentrent beaucoup dans l'intérieur, mais ce n'est absolument pas gênant pour un cyclo comme moi. Au contraire, lorsqu'on a les mains sur les cocottes ou les mains en bas du cintre, il est plus facile de venir taper sur les boutons pour pouvoir changer de plateau et de vitesse. Ça a vraiment cet intérêt-là. Et en plus, leur forme un peu plus cornue, chose que je n'aimais pas trop chez les concurrents, là ça reste encore quand même assez limité et va permettre une meilleure prise en main des cocottes lorsque l'on a les mains dessus. Donc c'est vraiment super sympa de voir que Shimano écoute la communauté professionnelle. En même temps, sans eux, le Dura-Ace n'aurait pas de sens d'exister et viennent alors à modifier des éléments de leur groupe pour leur apporter le confort et l'efficacité qu'ils ont besoin dans leur pratique du vélo. Parlons maintenant des jeux de dérailleur, le dérailleur avant et le dérailleur arrière. À chaque génération de DI2, ce qui m'impressionne le plus dans les dérailleurs, c'est leur miniaturisation. On s'améliore en passage de vitesse, en rapidité, et pourtant, les dérailleurs n'ont jamais été aussi petits, aussi fins.
Là, vu la taille qu'ils font, j'ai l'impression de voir un groupe mécanique d'il y a quelques années, sauf que là, il y a vraiment un moteur électrique et tout est vraiment automatisé. Ce qui est assez fou de penser qu'on arrive enfin à une taille, surtout du dérailleur avant, il est tout petit, il fait 46% de taille en moins par rapport à l'ancienne génération. C'est vraiment très impressionnant de le voir travailler et il est toujours aussi puissant, toujours aussi rapide. C'est vraiment une très belle évolution. Sur le dérailleur arrière, pareil, même chose, on lui a rajouté des fonctions, donc le Bluetooth, le fait d'être le cerveau de tout le groupe, et pourtant il reste super fin je trouve. C'est clairement un dérailleur mécanique d'une autre marque, hein. C'est aussi gros, c'est vraiment très très fort. En plus, ce groupe, je le trouve vraiment très très beau, il a des lignes vraiment très belles dans ce noir glossy là qui brille, qui est vraiment très très classe. Je trouve que ça change totalement l'aspect d'un vélo, ce du race, et rien que pour ça, ça donne envie d'en posséder un. Le dérailleur arrière est donc, comme vous vous en doutez, vu qu'il est devenu le cerveau de ce groupe, pourvu d'un bouton pour pouvoir changer de fonction. Vous savez, ce fameux bouton qu'on avait ici avant et qu'en un clic, on pouvait soit faire des micro-réglages, soit passer d'un mode synchronisé à un mode semi-synchronisé, ce genre de choses. Donc maintenant, le bouton est directement sur le dérailleur et il y a une petite LED de notification qui permet de savoir si on a cliqué ou pas sur les boutons ou si on est bien linké. Alors, ce bouton, il est forcément plus accessible lorsque l'on roule. Alors au début, je me disais, bah c'est pas terrible, mais en fait, en réfléchissant et en roulant à l'année avec un groupe DI2 d'ancienne génération, je me suis dit, mais attends Cédric, combien de fois tu appuies sur le bouton dans l'année en roulant? En fait, jamais. Jamais on fait les réglages à l'arrêt et puis une fois qu'on roule, c'est tout bon. Donc qu'il soit à l'arrière, c'est finalement pas si dérangeant. Par contre, s'il y a une chose qui est dérangeante et je trouve que c'est peut-être un des bémols de ce groupe, et j'en ai trouvé un, c'est pour vous dire, parce que sinon franchement, c'est pas évident de trouver un bémol à un groupe aussi performant, c'est sa LED qui permet de vérifier si on a appuyé ou autre, qui est située de l'autre côté du dérailleur, donc du côté cassette, et qui n'est pas très voyant. Lorsqu'on est un peu dans l'obscurité, on voit son reflet se faire sur la cassette, mais quand on est en plein jour dehors, on ne voit pas vraiment de reflet, on ne sait pas trop, il faut se tortiller un peu pour le voir. On aurait aimé que ce voyant soit à côté du bouton par exemple, comme ça on appuie sur le bouton et on voit le voyant s'allumer. Voilà, c'est mon petit bémol pour ce groupe du race. On peut continuer avec la cassette, elle est juste à côté du dérailleur arrière, donc parlons-en. La cassette, son principal changement, vous vous en doutez, elle fait 12 vitesses maintenant, oui c'est logique. Donc un pignon en plus, ce qui veut dire un étagement encore meilleur. À chaque génération de Shimano qui grandit, 10, 11, 12 vitesses maintenant, Shimano veut faire en sorte d'avoir des changements de vitesse ultra doux et de plus en plus passer d'une dent par une dent. Ça permet vraiment de pouvoir ajuster son nombre de tours minute d'une façon très douce et non pas d'avoir des sauts de 2, 3, 4 vitesses. Donc on a le choix entre 3 cassettes, donc on a du 11-28, du 11-30 et du 11-34. Je vous mets le tableau juste en bas des différents passages de vitesse. Le 11-34 va vraiment permettre d'avoir une cassette ultra polyvalente et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est lié finalement au pédalier. Le pédalier qui lui aussi est proposé en 3 versions différentes en termes de plateau. On a toujours le 50-34, on a toujours le 52-36, mais on n'a plus le 53-39. On est passé en 54-40. Et là vous allez me dire, mais pourquoi ce choix? Encore une fois, il est lié aux professionnels. Les professionnels trouvent qu'ils vont pas assez vite sur le plat et ils ont demandé à Shimano s'ils pouvaient mettre un 54, oui c'est ça, un 54-40. Donc maintenant c'est fait. Honnêtement, je serais curieux de tester pour voir ce que ça donne dans les jambes d'un cyclo, un 54-40 et qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça. Je pense pas grand chose à part se détruire les genoux, mais je serais curieux de tester ça. Mais ça va être le genre de produit qui va être très compliqué à trouver je pense sur le marché, tellement c'est spécifique. Et donc un 54-40 avec une cassette 11-34, ça permet finalement d'avoir un vélo qui reste polyvalent malgré des gros plateaux à l'avant. Autre nouveauté sur ce pédalier, vu qu'on y est, ils ont encore allégé ce pédalier et ils ont fait en sorte de creuser encore un peu plus la manivelle. Ça c'est un problème connu chez Shimano, la peinture qui s'abîme lorsque l'on roule et qu'on vient un petit peu frotter finalement la manivelle. Shimano l'entend, Shimano l'a compris et Shimano a donc creusé ses manivelles un peu plus, comme ça le pied vient vraiment affleurer sans toucher et ça solutionne ce problème. Puis en plus de ça, ça permet de gagner un peu de poids. En résulte un pédalier qui n'est pas si différent de l'ancienne génération, mais si quand même. Dès qu'on l'a vu,
Là, au premier coup d'œil, on voit que c'est la nouvelle génération de Shimano, mais on s'y habitue vite finalement parce qu'il n'y a pas énormément de changements à ce niveau-là. Il est toujours aussi beau, je trouve. Pour moi, ça fait partie des groupes les plus jolis du marché. Et pour finir avec les changements sur ce groupe Shimano Dura-Ace Day2 2022, les disques. Oui, les disques ont évolué. Alors moi, ce qui me fait plaisir avec cette histoire que Shimano a décidé de corriger son freinage à disque, c'est que ça me conforte dans ce que je dis depuis le début sur le disque. Les disques chauffent beaucoup, vrillent beaucoup trop vite, finissent par faire beaucoup trop de bruit. Et oui, Shimano a décidé de revoir son système à disque, comme je le disais, en roulant. Étonnant? Non, pas vraiment, pas vraiment. Pour ceux qui suivent les pelotons pro et les courses pro, ils ont dû déjà l'entendre de la part des commentateurs et des équipes. Depuis toujours, ils utilisent des disques de VTT en fait sur leur vélo de route parce qu'ils étaient plus costauds, parce qu'ils vrillaient moins, ils chauffaient moins et ils vieillissaient mieux dans le temps. Bah voilà, Shimano l'a compris, Shimano a arrêté les disques classiques pour ne passer qu'en disque XTR. Donc ce sont finalement les disques de VTT que l'on va venir positionner sur nos vélos de route maintenant. Donc en résulte normalement des disques plus costauds qui vont moins surchauffer et qui vont surtout moins travailler, donc moins de bruit. Pareil, ils ont augmenté de 10% l'espace qu'il y a entre les deux plaquettes pour éviter aussi les bruits. Comme quoi, Shimano, bien qu'ils poussent beaucoup à utiliser du disque, sont conscients qu'il y a encore des problèmes, qu'il y a encore des ajustements à faire. Et avec cette nouvelle génération, ils tentent d'améliorer ces choses-là. A priori, pour purger les systèmes de frein jusqu'à maintenant, il fallait à tout prix démonter le frein sur le cadre, ce qui générait de la maintenance en plus, devoir dévisser les vis, les abîmer, etc. Shimano a répondu à tous les mécanos de France qui s'embêtaient avec ça, en mettant une vis de purge à l'extérieur du vélo, ce qui permet de purger le circuit sans devoir tout démonter. Alors j'ai pu rouler par temps très mauvais, pluie, etc. Bon, je vais pas vous dire que tout est devenu totalement silencieux, ça serait mentir. Quand le disque est mouillé au freinage, ça fait du bruit. Et quand vraiment on roule dans des routes très sales, de la saleté peut se mettre entre les plaquettes et le disque et ça fait encore un peu de bruit. Bon, il faudrait aller tester maintenant en montagne, voir si ça chauffe un peu moins, si ça vrille un peu moins. C'est aussi pour ça, je pense, l'amélioration qui a été faite sur les disques pour l'utilisation beaucoup plus intensive en montagne. Finalement, on se rend compte que Shimano reste beaucoup à l'écoute de sa communauté, surtout de professionnels, encore une fois, pour ce groupe Dura-Ace. Mais comme l'Ultegra bénéficie des mêmes améliorations que le Dura-Ace, finalement, nous, communs des mortels qui achetons du Ultegra Day2, on est aussi gagnants et on profite de ces nouvelles technologies qui sont tout droit sorties du monde professionnel. Alors on le sait, ce groupe Dura-Ace, il coûte très cher. J'ai pas les prix en tête, je vous les indique juste ici. Pareil, j'ai pas pu tester le groupe avec son capteur de puissance intégré, qui est maintenant d'ailleurs disponible en Ultegra, mais ça on y reviendra sûrement dans une prochaine vidéo quand on aura l'occasion de le tester. Donc un capteur de puissance, suivant comment vous allez l'acheter, donc disque avec capteur, disque sans capteur, patin avec capteur, patin sans capteur. Les prix fluctuent, mais on va dire que c'est une tranche autour des 4000 € quand même. Pour un groupe, c'est cher. Et ce qui fait que souvent, les vélos qui sont équipés en Shimano Dura-Ace Day2, tout de suite, ils coûtent 8000 €, forcément. Si la moitié du prix, c'est déjà la transmission, vous imaginez bien que les prix montent très vite après. D'où la réflexion de me dire, mais pour qui sont faits ces groupes Shimano Dura-Ace? Pour les professionnels et les plus compétiteurs d'entre vous déjà, et aussi pour les amoureux de belles mécaniques. Franchement, moi, si j'ai les moyens de m'acheter ça et de l'entretenir, parce qu'il faut se rendre compte qu'une cassette sur du Dura-Ace, une chaîne sur du Dura-Ace, va vieillir plus rapidement car ce sont des matériaux plus légers, plus performants. Je compare souvent ça aux voitures pour que vous vous rendiez compte. Une Ferrari, c'est une belle mécanique, mais il va falloir la ramener à la révision bien plus souvent qu'une Clio par exemple. Donc quand on achète du Dura-Ace, il faut le savoir. Si vous voulez continuer après avec du Dura-Ace et rouler à l'année avec du Dura-Ace, c'est un budget. Il y a un budget assurance pour la Ferrari, il y a un budget pièces et main d'œuvre pour le Dura-Ace. En tout cas, Shimano a su prendre ce virage du semi sans fil. C'est une vraie réussite. Tous les passages de vitesse sont ultra rapides. C'est de toute beauté. Le groupe est magnifique. Sur le fraction, je trouve que ça lui fait vraiment une très belle tête avec ce gris et ce contraste noir avec la transmission
les jantes carbone, etc. Vraiment, le groupe Shimano Dura-Ace reste pour moi une référence en termes de groupe électrique sur le marché. Et on se dit très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez aimé la découverte et le zoom sur ce Shimano Dura-Ace. Encore une fois, plaisir des yeux, parce qu'à ce prix-là, c'est vrai que c'est pas évident de réussir à attraper ça. Et on se dit qu'un groupe comme ça, même dans 10 ans, il sera toujours au top niveau, à moins qu'on invente quelque chose de complètement fou. Et on n'a plus qu'à nous souhaiter d'attendre quelques années que les prix baissent et que 2 générations de Shimano soient sorties pour pouvoir poser les mains sur cette génération-là. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, c'est un plaisir. Je vais encore rouler avec ce vélo demain. Je vais en profiter pendant qu'il est encore dans mes mains pour pouvoir, juste en un petit claquement de doigts, passer des vitesses à une vitesse folle. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye bye.